Bien, écoutez, je vais essayer de prendre la suite de Jean-François Dortier, si je puis dire, sur un ton peut-être assez différent, en tout cas un sujet assez différent, je dirais. Quand on m'a posé la question autour de la question de l'amour, je ne sais pas pourquoi, immédiatement s'est posé, à moi qui suis ethnologue, la question du regard. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut témoigner de l'amour des autres? Comment est-ce que voir, finalement, ça veut dire quoi? Et finalement, comment est-ce qu'on construit un rapport critique au monde? Ça veut dire comment est-ce qu'on est capable de reconnaître pour autre ce qu'on aperçoit et qu'on accepte de se représenter pour nous tel qu'il est. Ça, c'est difficile parce qu'en fait, une autre culture, c'est justement la question de savoir comment on s'en tire quand on n'est pas de cette culture pour essayer de comprendre comment les choses se passent. Et il se trouve que le regard, c'est quelque chose de très étrange, effectivement, puisque c'est le travail de l'ethnologue, c'est non seulement de regarder, mais c'est d'essayer, après avoir partagé, j'insiste sur le mot partager, une vie en commun avec d'autres sociétés, de restituer, c'est encore une autre question, la restitution, ce qu'on a pu voir. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a été capable de voir de choses qu'on ne se connaît pas? Ça, c'est la vraie question. Et en fait, construire le regard, c'est tout le temps subjectif. C'est partir de soi pour revenir à soi. Et regarder d'autres cultures, ça implique effectivement une espèce de dessillement de l'esprit qui implique qu'on doit essayer de se trouver à un endroit où il faut qu'on soit suffisamment là pour que l'autre sache qu'on n'est pas absent, si je puis dire, et en même temps suffisamment là pour essayer d'être avec l'autre. C'est très complexe comme rapport. Et regarder d'autres cultures, et notamment sur des sujets intimes, là, on rentre dans une autre question, qui est celle de l'intimité. Jusqu'où peut aller le regard de l'ethnologue? Jusqu'où est-ce qu'on peut regarder les choses? Je traduis, c'est-à-dire que dans ma restitution de ce travail que j'ai pu faire dans d'autres cultures, avec des gens, j'insiste absolument, avec et non pas sur des gens, comment est-ce que je vais réussir à essayer de partager ce que j'ai vu que mes yeux n'ont pas cru? Comment est-ce que je vais réussir effectivement à traduire ce moment impossible à comprendre pour d'autres, qui est carrément un temps, une tempérance, un rythme, si je puis dire, de la quotidienneté de l'autre? Et quand on s'intéresse effectivement à cette question du regard, c'est qu'en fait, on est toujours sur le vif, on est toujours sur quelque chose qui nous met en face d'une réalité, et on essaye tout le temps de démêler son regard contemporain sur des sociétés dont on a dit jusqu'à très tardivement qu'elles n'étaient pas nos contemporains. C'est très étrange, et ça a été la grande critique qui a été faite à Lévi-Strauss dans les années 70. Il a osé dire, c'est faux aujourd'hui parce que les choses ont changé, qu'il l'a dit autrement, mais qu'on l'a pris, nous, comme jeunes étudiants d'ethnologie, quand Lévi-Strauss a dit, il y a des sociétés sans histoire. C'était un truc totalement aberrant. Heureusement, il ne l'a pas dit, mais en réalité, nous, jeunes étudiants, on pensait qu'il l'avait dit, et on s'est construit effectivement sur cette question de savoir ce que ça voulait dire. Et là, par rapport au sujet d'aujourd'hui, par rapport à l'histoire de l'amour, effectivement, comment est-ce que je peux parler de l'amour si c'est sans histoire? Et il se trouve qu'on parle tout le temps d'histoire d'amour. Pourquoi on met histoire devant? C'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est tellement fort, ou c'est tellement différent, ou c'est tellement, je dirais, absent, que s'il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour. Alors là, d'où je parle quand je dis ça? Est-ce que je suis en train de prêcher dans une église cette drôle d'aventure qu'on a inventée il y a 2000 ans ou plus, de dire qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même? Là, je suis en train de rentrer dans une histoire qui est complètement subjective, qui est complètement interne, et qui fait qu'en fait, la question de l'amour, comment est-ce que je vais traiter cette question-là par rapport à d'autres cultures? Et il se trouve que quand on accepte l'idée que l'amour, ça peut être aussi assigné à la sexualité, qu'il y a donc une fonction éthique, effectivement,
dans cette dimension dionysaque qu'on peut avoir comme ça sur d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres espaces qu'on peut pas maîtriser, eh bien l'amour, il fait sortir de soi. Quelque chose, ça a été dit par Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon une espèce d'enclosure comme ça qui existe, et très vite l'amour a envie d'être partagé, au sens d'une ivresse collective, de quelque chose qui fait que ça nous met dans une manière manifeste et tout à fait explosive, et en même temps, ça nous travaille souterrainement. Donc, on est là entre des sentiments purs, ça a été montré avec toute la période, effectivement, de l'amour courtois, où l'amour courtois a été inventé parce qu'il y avait, je dirais, à ce moment-là, une telle, comment est-ce qu'on pourrait dire, grossièreté dans les rapports hommes-femmes, que finalement, une des façons de s'en sortir, ça a été effectivement d'inventer des règles. Baudelaire, elle l'a dit dans son poème, c'est « Qu'est-ce que l'amour ? Le besoin de sortir de soi ». Et il a ajouté « Un homme est un animal adorateur, adorer c'est se sacrifier, se prostituer, aussi tout amour est prostitution ». C'est une condamnation assez terrible, mais en même temps, c'est intéressant d'essayer de se poser la question quand on est dans des cultures où la prostitution n'existe pas, où n'est pas considérée comme quelque chose, effectivement, on ne vend rien à personne, on peut coucher avec l'autre, être pris ou prise par l'autre, mais sans que ça porte effectivement préjudice à son rapport à l'univers, sans que ça choque effectivement, parce que nous, on a été éduqués dans des systèmes très particuliers. Et je voulais commencer cette réflexion, effectivement, en vous parlant de la maison des jeunes chez les Murias. Les Murias, c'est une branche des Gonds, qui sont des Adivasis, c'est-à-dire des aborigènes indiens de l'état du Bastard, qui est à peu près dans le milieu de l'Inde. Et il se trouve que la maison des jeunes a été créée par les Murias pour permettre une socialisation de la circulation du sexe dans cette société. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce que je vais essayer de vous raconter, c'est que il y a eu chez ces Indiens Murias, comme dans d'autres cultures, je parlerai de l'Amazonie après, en Inde j'y suis allé 15 jours, mais je veux dire en Amazonie, je suis resté chez des Indiens, j'ai vu plus de choses évidemment. Et en fait, c'est la création chez les Indiens d'un gotule, c'est-à-dire un dortoir mixte pour enfants, où la question que posaient les Indiens, les Murias plus exactement, puisque ce n'est pas vrai chez d'autres sociétés, d'autres groupes, c'était de savoir comment on allait gérer le monde enfantin, et c'était l'idée qu'eux aussi étaient sensibles à la sexualité. Donc on est là dans une aventure où ça a été extrêmement critiqué après les années 68, quand le docteur Carpentier distribuait à la sortie des lycées « Apprenons à faire l'amour à nos enfants ». Il faut se rendre compte qu'il était, lui, inscrit dans un système aussi d'anthropologie. Il avait lu tous ces ouvrages de Hervé Elwin, etc., sur la maison des Indiens Murias, et donc il posait cette question de façon forte, effectivement. Et donc, la question, c'est comment est-ce que je vais réussir, moi, à vous parler de l'intimité amoureuse, qui est finalement la façon dont je vais en parler, ça va être totalement sommaire, ça va être complètement extérieur, parce que de l'autre côté, autour de la maison des jeunes chez les Murias, eh bien, il y a la question d'une moralité, et cette question, elle est effectivement par rapport à la mise en commun affective et sensuelle des enfants dans un village, dans un groupe particulier que sont les Murias. Et il se trouve que cette société va poser la question que Freud n'a pas osé penser, c'est-à-dire apprenons à faire l'amour à nos enfants d'une certaine façon, c'est la question de l'apprentissage et de la relation intime à l'autre. Et ici, il s'agit d'enfants. Ça commence à 6-7 ans. Et en fait, le problème, c'est que dans ces petits villages, il y avait la question, effectivement, se poser, c'est que à partir du moment où l'enfant est en âge de s'apercevoir ou de comprendre la vie intime de ses parents, pour les parents,
il est temps qu'il quitte, le terme utilisé, c'est qu'il quitte le vagin de sa mère et qu'on l'envoie au Gothul. Le Gothul, c'est une institution qui existe d'ailleurs un peu partout dans le monde, en Afrique, en Malaisie ou ailleurs. Ce sont des dortoirs mixtes pour enfants, où effectivement des républiques d'enfants s'organisent par rapport à leur propre, je dirais, éducation, les parents n'ayant pas le temps de le faire et ne voulant pas le faire en plus. Donc ça aussi, il faut qu'on accepte cette idée qu'il y a peut-être des sociétés qui n'ont pas envie de se payer les mômes toute la journée, qui pleurent, qui couinent et qui en plus les gênent. Et on voit effectivement dans ces sociétés-là, finalement, la mise en place d'une nouvelle vie indépendante qui va commencer pour des enfants et ils vont aller dans un espace très particulier, un petit peu à l'extérieur du village, par exemple, et on va dans ces univers très particuliers, dans cette maison des jeunes chez les Muria. Finalement, c'est un endroit où on va leur apprendre à gérer l'amour, parce qu'ils partent du principe que l'amour est la cause de tous les bonheurs, mais en même temps, la cause de toutes les disputes. Et dans un petit village, vous le savez pour ceux qui ont passé peut-être leur enfance dans des villages, c'est une vraie question d'être toujours sur le regard de l'autre, d'être toujours en train d'être regardé effectivement, et toutes ces histoires de tromperie, d'amour, d'amant, etc., c'est surtout des disputes qui arrivent finalement chez les Indiens. Le problème, c'est que ça arrivait à des divorces importants. Et en fait, ces petits villages de l'Inde ou d'ailleurs, eh bien, c'est vraiment un peu notre histoire, de certaine façon, complètement autrement, parce qu'eux ont essayé d'y répondre par vraiment une question très importante. C'est essayer de créer une harmonie suffisante et, je dirais, une organisation organiquement suffisante aussi, de pouvoir mettre fin au papillonnage des passions qui était véritablement un problème architectonique de la société Muria. C'est-à-dire que le fait d'être constamment dans le désir de l'autre posait un problème et les adultes se sont mis d'accord finalement pour essayer de mettre à part les jeunes de la tribu afin justement d'empêcher, c'est intéressant parce que la question qu'ils posent c'est par rapport à eux-mêmes, le problème c'est que la présence des enfants les empêche effectivement d'avoir des rapports normaux entre eux, parce qu'à partir d'un moment, on utilise les garçons ou les filles pour des travaux, etc., mais on n'a pas envie de se les coltiner la nuit dans des espaces réduits, dans des endroits où tout le monde dort plus ou moins ensemble. Et en fait, les Gothuls ont été mis en place finalement, je recite, parce que nous savions quoi faire de ces produits, qui étaient les enfants. Nous étions fatigués de régler leurs querelles et nous avions nul besoin d'entendre leur tapage toute la nuit. Alors, on a dit aux enfants, allez-vous-en, jouez et passez votre temps ensemble. Vous pouvez faire ce que vous voulez pourvu que vous nous fassiez l'ouvrage que nous vous demandons. Apportez de l'eau, du bois, gardez le bétail, soignez les nourrissons. Donc au début, quand cette question a été posée, les enfants se réunissaient sur la véranda devant la maison à plusieurs. C'était des rassemblements de jeunes. On en parle toujours de ces rassemblements de jeunes. Il y a toujours l'idée d'une violence, l'idée d'un dérangement, l'idée de quelque chose effectivement dont on ne peut pas dire qu'on développe de l'amour par rapport à cette jeunesse qu'occupent les étages du bas ou les halls, des immeubles, etc. Mais on s'est dit, voilà, pour avoir la paix, on va essayer de créer des maisons particulières pour qu'ils puissent vivre loin de notre repos, disent les parents. Et donc, la question qui est posée en premier, c'est la question de la tranquillité. Et en fait, la vraie question qui était derrière, c'est que dans ces sociétés, on vivait dans des systèmes qu'on appelle polynucléaires, c'est-à-dire une famille à plusieurs entités, d'une certaine façon, mariées. Et notamment chez les Muria, il y avait la question des jeunes frères ou des jeunes filles, des jeunes sœurs, dans une famille où il y avait la présence de la proximité des épouses des frères aînés qui était absolument insupportable à vivre. Et vous savez que partager une maison, c'est très compliqué.
Ça, dans le monde agricole, ça a été reconnu 1000 fois, de savoir qu'on allait habiter une maison partagée avec les beaux-parents, etc. On en a parlé 1000 fois. Et là, c'était un peu du même ordre. Il fallait essayer de résoudre cette question de l'emprise, de la dangereuse proximité des épouses extérieures, donc à la famille des frères aînés, etc. Donc c'est une explication qui va se produire, et finalement, c'est d'une certaine façon ce moment où l'idée du Gotule, c'est d'essayer de pousser les enfants pour qu'ils échappent à la mainmise des belles filles, d'une certaine façon, ou de la belle-fille. Et Elvin, donc Verrières Elvin, qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle Les Muriat, Maison des jeunes chez les Muriat, écrit « Je crois que la raison d'être fondamentale du Gotule est d'empêcher les enfants d'observer ses parents et d'assister à la scène primitive. C'est un péché pour les parents de dormir en présence de leurs enfants. Aussitôt qu'un enfant comprend ce que sont les rapports sexuels, il faut l'envoyer au Gotule. L'important, c'est le fait que la véritable raison d'être du Gotule est qu'il est coupable de dormir devant sa fille ou son fils. » Donc, en Inde, d'une façon plus générale d'ailleurs, il est très mauvais. On ne doit jamais assister au sommeil de ses parents qui sont sur leur natte. Pour 1000 raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, penser qu'il est mort, penser qu'ils font autre chose, etc. Que ça soit le jour ou la nuit d'ailleurs. Et ça a été pendant longtemps dans nos sociétés aussi. On n'a jamais représenté quelqu'un mort. Vous savez que la majorité des représentations des seigneurs encore vivants, j'avais travaillé sur la chambre à coucher, donc la présentation du dormeur, elle n'est jamais faite entièrement à plat. Ça serait à ce moment-là quelqu'un qui est complètement... Comment est-ce qu'on dit d'ailleurs? Je ne sais plus. Et en fait, on représente la personne dormant toujours assise. On va revenir là-dessus. Et en fait, quand les parents se trouvent en face des enfants le soir, ils disent que les enfants font des colères, qu'ils en ont marre, etc. Et les parents, du coup, aussi font des colères. Du coup, l'harmonie est détruite et les parents finissent par effectivement pousser aux enfants « N'avez-vous pas votre Gotule pour y vivre? Pourquoi voulez-vous venir ici ?» disent-ils le soir avant d'avoir renvoyé les enfants vers le Gotule. Donc, si le Gotule a été simplement fait pour empêcher les enfants d'épier les parents quand ils ont des rapports, c'est parce que c'est basé sur une histoire de honte. Mais cette honte, on peut revenir là-dessus, parce qu'il y a toujours eu des histoires entre honte et sexualité et honte, si je puis dire. Les petits-enfants sont effectivement capables de se poser des questions par rapport à nos comportements d'adultes. Et finalement, je vais revenir effectivement sur la description. Tous les enfants du village, Erwin écrit « La méthode du Gotule est si pertinente, elle est si finement adaptée à son but, si stimulante et tonique dans ses efforts, que s'il était possible d'éloigner de la civilisation des époux et des épouses surmenés pour leur faire suivre un traitement chez les Muriat, je ne crois pas qu'un seul d'entre eux s'en retournerait non guéri. » Donc il y a quelque chose de très positif effectivement dans la création de ces dortoirs. Et on a commencé à construire ces maisons des jeunes un petit peu à l'extérieur du village, généralement dans des petits bosquets un peu planqués. Et la construction, eh bien, c'est qu'en fait, il y avait une enceinte, une porte secrète par où entraient les enfants, enfin secrète non visible, si je puis dire. Et en fait, la mise en place effectivement du Gotule fait que finalement tout le monde dort par terre, ça c'est une tradition absolue, les enfants amènent leur natte et le soir on se couche. Alors, je vais revenir sur une soirée au Gotule. En fait, il y a une organisation du Gotule extrêmement stricte où les enfants, finalement, on va créer une véritable république où chacun va avoir un rôle particulier. Et après, chacun, évidemment, va jouer son rôle, si je puis dire, dans la maison pour en conserver l'harmonie.
Et la question de l'amour, elle est derrière ça, c'est-à-dire qu'on va revenir tout à l'heure dessus, mais c'est de savoir un peu comment une soirée dans le Gotule s'organise. On commence par nettoyer le Gotule, les enfants arrivent vers 19h, jusqu'à 9h du soir, on prépare le Gotule, on met les nattes de couchage, les autres amènent du bois. À chaque fois, il faut amener une bouche de bois pour faire le feu. Et puis, avec la fatigue, commencent à ce moment-là les rassemblements d'enfants. Donc, c'est des enfants de 6 ans jusqu'à l'adolescence, même enfin, l'adolescence, c'est 13, 14, 15 ans. Et en fait, là, il y a effectivement, petit à petit, les filles se rassemblent dans un coin, rient, chantent autour d'un feu, se fatiguent, s'allongent. Les petits-enfants jouent, dansent, et en fait, ils vivent comme ça, à 60, 70, dans la même maison. Ça dépend des villages, ça dépend des endroits, évidemment, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les plus jeunes vont se coucher avant, et après arrivent effectivement les filles qui vont aller voir les garçons à l'intérieur du Gotule, et en fait, elles vont même en réveiller certains et les masser. Elles vont s'asseoir derrière lui, s'agenouiller, le relever entre leurs jambes, et commencer. Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne connaît absolument pas dans nos systèmes de tendresse, mais il y a pas mal de sociétés encore où on s'épouille. Et longtemps, on s'est épouillé en Europe, au Moyen-Âge, etc. Donc, ça veut dire que l'utilisation du peigne est très importante dans la préparation, effectivement, à la rencontre avec l'autre. Et la technique du peigne, c'est le fameux Piti Piti Kiyana, que tout le monde connaît, bien entendu. C'est tuer les poux et enlever les croûtes. C'est le premier acte, effectivement, avant d'utiliser le peigne pour recoiffer, effectivement, des chevelures qui sont un petit peu emmêlées et frotter, effectivement, le cuir chevelu. Et ce qui compte, c'est ça aussi, je vais revenir là-dessus, parce que ce sont des choses aussi très importantes, c'est toutes les dimensions, effectivement, visuelles, odorantes, du toucher, etc. Et il se trouve que les peignes chatouillent la peau, mais en même temps font un bruit très particulier. Et c'est le cliquetis de l'amour, c'est-à-dire que les piqui-piqui, c'est ce qu'on entend quand le peigne, qui est enfoncé assez radicalement dans la tignasse, chatouille la peau. À ce moment-là, l'enfant tend les bras. Si je vous fais cette description-là, c'est parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est inscrit dans un rituel très particulier qui permet de créer une discipline qui fait que le respect du rituel permet effectivement de tenir le Gotule qui ne devient pas n'importe quoi. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Il commence alors les massages avec de l'huile de Karanji. Et en fait, la fille dans le dos commence à masser le dos du garçon, et puis elle passe ses mains après avec les paumes de la main plus rigoureusement, et puis finalement elle s'accroupit sur ses talons, elle tend le bras gauche. C'est des systèmes de massage indien traditionnels. On prend le bras gauche le premier, on masse avec de l'huile, et puis le bras droit, etc. Donc les enfants sont en train d'apprendre un système effectivement de massage qui est très important, avec un tabou toutefois, dans toute l'Inde d'ailleurs, paraît-il, c'est qu'on ne masse jamais les jambes. On ne masse jamais les jambes d'aucun garçon ou d'aucune fille, sauf si problème thérapeutique ou je ne sais quoi. Et petit à petit, après le massage, eh bien, elle masse effectivement le torse, le ventre, et quelquefois, effectivement, elle finit par poser sa main sur la tête du garçon. Donc, on peut dire que là, il y a quelque chose qui fait que quelque chose est en train de s'apprendre, parce que c'est des enfants, et d'autres, c'est des adolescents. Pour nous, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe, mais en fait, il y a des partenaires, ils se couchent côte à côte. Les plus petits dorment avec 2 filles, un garçon, 2 filles, un garçon, etc. Bon, évidemment, ils sont morts de fatigue et ils s'en vont.
Et puis petit à petit, il y a le désir effectivement des enfants d'échapper à leurs parents. Il y a des choses qui sont absolument blâmées, c'est notamment les querelles de dortoir, où en fait ça vient troubler la paix du Gotule, et toute dispute, il y a une amende. À toute dispute, il y a une amende, et la question de savoir s'ils veulent continuer à venir au Gotule ou pas. Donc ça les calme. Il y a aussi l'interdiction de se moquer du délinquant, celui qui a mis le bazar dans le Gotule. Mais en même temps, en contrepartie, il y a des punitions extrêmement dures qui vont, par exemple, du fouet, mais c'est pas des coups de fouet, c'est plus compliqué que ça. C'est en fait, si vous n'avez pas fait effectivement ce qu'on vous a demandé, il y a des sévices effectivement très particulières. Et il y en a un notamment qui fait que ceux qui perdent leur matériel de nuit, si je puis dire, eh bien, ils ont aussi des amendes. Et en fait, l'idée, quand je dis ça, c'est que par rapport au Gotule, il faut absolument que les enfants se mettent dans la tête qu'il n'y a personne qui ait des privilèges et en même temps personne qui ne soit le fruit d'exemption. Et on leur reconnaît, c'est un proverbe évidemment indien, le même éléphant avec ses pattes trébuche parfois. Donc même l'éléphant avec ses pattes trébuche parfois. Donc l'idée qui préside à la présence dans ce Gotule, dans son essence même, c'est que la vie du Gotule doit être comme de la poésie, simple, sensuelle, passionnée. Et offrir ça à des enfants qui ont une vie dure, ils gardent les animaux toute la journée, ils s'occupent absolument de tout, etc. Ils se retrouvent entre eux le soir. Eh bien, c'est l'idée de se racheter de la médiocrité par l'enthousiasme, effectivement, des enfants. Et à cela, on ajoute la reconnaissance d'une belle vitalité sexuelle. Donc, il y a la reconnaissance, effectivement, que les enfants ne sont pas ignorants de la chose. Donc, c'est tout le processus, effectivement, de mise en place d'une cour. Et cette cour, elle va évidemment être faite avec des stimuli sensoriels puissants, qui sont généralement des états, effectivement, physiologiques, pratiquement, qui sont proposés par les gestes qu'on fait, qui vont de la tumescence jusqu'à l'acte d'appareillement. Et en fait, on constate que dans le Gotule, il y a un niveau extrêmement calme de l'affection et il y a encore la camaraderie, il y a encore beaucoup de choses effectivement qui sont liées complètement aux enfants et qui vivent dans une espèce de ferveur et que ce qui est important quand on est dans le Gotule pour un enfant, c'est de faire honneur au Gotule qui les rend honorables. C'est-à-dire que leur présence au monde, leur rapport à l'univers, fait qu'ils sont en train de se construire entre eux dans une sorte de république d'enfants, où chacun a son rôle, et que finalement, les aborigènes attachent une valeur très importante, effectivement, à ce qui leur est proposé, et notamment d'échapper à la routine du quotidien. Ça aussi, c'est très important. Donc on est là dans un monde, effectivement, qui est en train de se mettre en place, avec des tas je ne sais pas comment dire, d'apprentissage. Il y en a qu'un qui a peu de succès, mais ça dépend. Il y a des modes qui se développent quelquefois, il y a des épidémies, c'est le baiser. On s'embrasse très peu, parce que le baiser, c'est un acte sexuel pour les Indiens. Et en fait, les enfants s'amusent parfois, mais apparemment, ils disent que c'est par une espèce de contagion, et puis après, ça passe, etc. Il y a les jeux, il y a les chants, bien entendu, et dans ces chants, dans ces danses, bon, il y a toutes, évidemment, des connotations sexuelles, bien entendu. Alors, la question qui reste par rapport à cette histoire de Gotule, c'est est-ce qu'on peut vraiment tomber amoureux de ces rituels, j'ajoute. Et finalement, comment est-ce que,
par rapport à une attitude rationnelle, par rapport à des réalités vis-à-vis les uns des autres. Comment est-ce qu'on va rejoindre ce que nous, on appelle des extases sentimentales, et même le roman qui se met en place théoriquement par rapport à une histoire effectivement d'amour. Alors à la question posée à des jeunes Muria, un jeune plutôt a répondu comment l'amour commence? On rit, on sourit et on danse ensemble. Puis on se donne rendez-vous dans les champs ou dans la forêt, peut-être au bord d'une rivière. Le garçon donne à la fille le peigne sculpté, explicite. C'est des sculptures très explicites de seins, de vagins, de vulves, etc. Et inversement, la fille donne au garçon des perles, elle lui fait un collier, et la nuit, effectivement, ils se donnent leur cadeau. Mais il faut toujours donner un cadeau. Et quelqu'un qui a perdu son peigne, il est amendé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc les peignes s'offrent, se donnent en fonction, effectivement, des rapports entre les enfants. Donc, d'une certaine façon, quand on regarde l'histoire à partir des enquêtes qui ont pu être faites, on peut dire que le Gotule ne manque pas vraiment de romans d'amour divers, mais effectivement, c'est complètement secondaire. Et la déclaration, par exemple, d'une jeune fille séduite par un garçon, c'est par exemple ce genre-là. « Votre cœur et le mien ne font qu'un. Je vous donnerai sûrement tout ce que vous désirez. Mais si je tombe enceinte maintenant, j'aurai à supporter un fardeau qui représente la charge de 2 bœufs et non d'un seul. Si vous me promettez de partager cette charge, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Et le Chalki a promis, c'est-à-dire que finalement, ils se sont mariés, ils ont conçu un enfant aîné, etc., etc. Et donc, cette histoire de rencontre, de désir, il n'y a pas de règlement en particulier, non plus par rapport au rapport, si je puis dire, qui se produit, mais à chaque fois, c'est l'idée qu'il y a quand même une instruction qui est faite, et petit à petit, effectivement, dans cette histoire du Gotule, et je vais finir avec ça sur le Gotule, la question c'est que tous les âges sont concernés, depuis les plus petits enfants de 6 ans jusqu'aux adolescents, et que la technique de l'approche sexuelle est aussi importante que la technique de l'accouplement dans le rapport entre garçons et filles. Avec l'idée première et très importante, c'est que le plaisir est un droit pour les filles et un devoir pour les garçons. Donc là, il y a toute une... Qu'est-ce qui se passe? Ça me sonne. Excusez-moi, c'est le Brésil, je ne vais pas répondre. Peut-être qu'ils écoutent. Donc, ce que je voulais simplement vous dire par rapport à cette histoire de Gotule, c'est qu'en fait, on est là dans une aventure très particulière. Je ne sais pas comment ça marche, les horaires. Mais je voulais vous dire un mot aussi par contre, ce sont des choses auxquelles j'ai assisté, j'étais là présent d'une certaine façon, et on est concerné, nous en Bourgogne, d'une certaine façon, c'était la question de l'amour en Amazonie. Là, je m'excuse, j'ai été long, je ne m'en rendais pas compte. Mais vous savez que, en fait, toute cette histoire d'amour, ça a toujours été une question première, si je puis dire, dans les soirées. On pouvait passer, j'ai été chez les Indiens Yukuna en Colombie pendant quelques mois, et là, en fait, les soirées consistaient à écouter Voice of America, et notamment les combats de boxe américains, et tout le monde jurait dans tous les sens pour s'amuser. Et en même temps, c'est un endroit, effectivement, où il y a cette question, finalement, du rapport à l'autre qui est présent, à laquelle j'ai évidemment jamais ni participé, ni compris quoi que ce soit. Mais c'est encore une autre question de savoir comment, effectivement, ce qu'on appelle l'amour peut se pratiquer. Mais quand je dis pratiquer, je suis en train de sortir de mon amour romancé, si je puis dire. Et d'une certaine façon,
c'est un peu de ce côté-là aussi que de la sexualité, où on peut essayer de comprendre comment les jeunes gens à marier ou les filles à marier de ces terres-là, finalement, sont entre, je dirais, le jeu et parfois aussi la paillardise. Mais c'est notre sexualité, en fait, qui est mise en question par leur fonctionnement et par le désordre, effectivement, qui va se produire. Je voulais simplement vous dire que dans ces sociétés-là, d'Amazonie ou ailleurs, il y a des choses qu'on oublie. Nous avons des livres de philosophie, de grande philosophie sur la question de l'amour, on a Montaigne, on en a d'autres, etc., qui ont réfléchi sur la question. Jean-François Dortier l'a montré tout à l'heure. Mais on est aussi une société incroyable quand on pense qu'en France, on est le seul pays au monde où on met au programme des classes de première ou terminale des livres magnifiquement libertins de Lanclos. Comment s'appelle son livre? Laclos. Voilà, merci. Laclos. Et ça, c'est extraordinaire qu'on puisse nous enseigner ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit souci de réflexion sur la question qui est présent. Évidemment, ça ne passe pas tout le temps, mais ça, c'est là, c'est présent. Quelque chose de cet ordre-là. D'autre côté, les Indiens, par exemple, vont développer, je vais finir avec ça, des questions sur l'origine de la honte. Pourquoi est-ce qu'on serait honteux de faire un acte sexuel? Et donc, on raconte qu'il y a très longtemps, nos ancêtres, je parle des Indiens ici, Kashinawa, donc au Pérou, ignoraient que la honte. Personne ne songeait à se cacher des autres pour faire l'amour. En ce temps-là, les fruits sauvages abondaient tout parti, etc. À l'exception toutefois du fruit du palmier chapacha. Un jour, une femme s'en était allée dans les bois avec un compagnon. Ils rencontraient répandu par terre tout un tapis de fruits de chapaja, certains d'entre eux à demi rongés, etc. « Pourquoi n'en mangerions-nous pas » dit la femme en sortant le maïs grillé qu'elle avait emporté avec elle. L'homme approuva l'idée. Ils dégustèrent donc des fruits du chapaja avec le maïs grillé. Ils se rendirent compte de la sorte que ces fruits-là étaient vraiment délicieux. Lorsqu'ils eurent fini leur repas, l'homme proposa à la femme de lui faire l'amour. Là même, dans le bois, en se cachant des autres, comme les animaux, car, dit-il, il sentait qu'il ne pourrait jamais pu le faire au vu et au su de tout le monde. En rentrant au village ce soir-là, l'homme et la femme avaient la tête basse et le regard fuyant. « Que vous est-il donc arrivé » leur demandèrent leurs parents et amis. « Nous avons mangé le fruit du chapaja et puis nous avons fait l'amour en nous cachant. Et maintenant nous avons honte, confessèrent-ils. « Oh, quelle maladresse et quel malheur » se lamentèrent tous les autres. « Voilà que vous nous avez gâté la vie pour toujours. » Et en effet, de ce jour-là, apparurent toutes les maladies et les souffrances. Les insectes se mirent à piquer, la chaleur et le froid commencèrent à incommoder. Pire encore, une férocité jusque-là inconnue s'empara de nos ancêtres. Alors même que jusqu'alors, ils n'auraient pas tué ne serait-ce qu'une mouche, ils se mirent à chasser les animaux et à les tuer pour les manger. La violence s'installa entre eux, ils firent la guerre à d'autres tribus, et il arriva même qu'ils s'assassinent entre gens de la même famille. Et plus encore désormais, ne put plus faire l'amour sans se cacher aux yeux de tous et en éprouver la honte. Donc voilà, il y a plein de textes, notamment dans Le Dit des vrais hommes, qui est un travail sur les Indiens Kashinawa, sur les mythes Kashinawa, sur l'invention de la nuit, l'origine de l'amour, l'origine de la sexualité, enfin tout ce qu'on veut, etc. Et je dirais que quand on commence à travailler effectivement sur la question, je ne sais pas si c'est de l'amour, je n'arrive pas à savoir si on peut utiliser ce mot-là, mais on trouve une quantité absolument invraisemblable de formules, de tournures, de façons d'être effectivement dans le rapport à l'autre, où ça se décline, je ne sais pas, à travers tous les systèmes rituels, comme au Tchad, la danse du balancier, le vol des fiancés en Kirghizie, la nuit dans les familles en Thaïlande, la chanson d'amour chez les Inuits. Enfin, il y a comme ça, il y a quelques années, j'ai produit un numéro de Géo sur les rites amoureux, et effectivement, il y a une quantité de questions qui sont posées par ces utilisations de rituels pour pouvoir canaliser finalement cet amour qui peut se développer. Mais
j'ai constaté quand même, quand j'étais en Amazonie chez les Indiens Yukuna, que le mal qui les gênait le plus, qui les touchait le plus, c'était la tristesse, et notamment d'un garçon amoureux d'une fille dans un autre village, je ne sais pas, un Yukuna amoureux d'une Matapi ou je ne sais quoi, qui était vraiment pas bien, quoi. Donc ça, c'est une chose, je ne parle pas la langue, je n'ai pas pu l'interroger sur la question, mais il y a quand même effectivement cette question du corps, cette question de l'autre qui est liée à toute cette dimension qui est un langage qu'on connaît très mal, le regard, le toucher, l'odorat, toute cette question-là, effectivement, qui est présente. On commence à travailler très doucement maintenant sur la question de la sensualité, par rapport à la musique, par rapport à la sonorité, par rapport à mille choses. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû s'intéresser à ça, et je crois que si vous voulez essayer de réfléchir sur des systèmes effectivement de prise en compte de sensibilités différentes de la nôtre, me paraît fondamental pour essayer de réfléchir sur notre rapport nous-mêmes à l'amour et à l'autre. Voilà. Merci. Je ne sais pas, mais si vous avez des questions. Et est-ce que tu as pu voir si ces pratiques donnent des hommes ou des humains différents, enfin, quand ils deviennent adultes? Est-ce que ce que tu viens de raconter là, ces prises en charge collectives des enfants ensemble, enfin, est-ce que ça entraîne après, quand ils deviennent adultes, des comportements différents? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ce dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle le gotule ancien, qui a donc été inventé mais il n'y a pas très très longtemps, mais je dirais dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Et en fait, malgré le gotule, il y avait une obligation dans le gotule qui était qui fait que dans le gotule ancien, très souvent, il y avait des petits couples qui se formaient, qui étaient amoureux et qui voulaient plus se quitter de la vie. Mais ça a posé un gros problème. C'est que les questions à l'intérieur du village, après le passage des enfants dans les gotules, restaient les mêmes avec ce que je vous ai dit, les désirs, etc. Donc en 1947, on a inventé chez les Murias ce qu'on appelle le gotule nouveau, dans lequel il y avait une obligation à ce que tous les garçons couchent avec les filles et que toutes les filles couchent avec les garçons, qu'ils soient beaux, qu'ils ne soient pas beaux, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas. Et il y avait une amende si la chose ne se faisait pas. Pourquoi ? Eh bien, en réalité, ça a permis... Alors, imaginez pas des scènes orgiaques, etc. Hein, c'est des enfants, il le raconte d'ailleurs, Erwin, en disant c'est pas une sexualité débridée, c'est une autre histoire, mais ça fait rien. Il y a des tas de termes qui peuvent apparaître avec des proverbes, des machins, etc. qu'ils utilisent. Mais par contre, ce qui a été formidable dans le gotule contemporain, enfin 47, c'est que tout le monde ayant rencontré l'autre, fille et garçon, on n'avait plus besoin d'essayer de développer une curiosité pour la boulangère, le poissonnier, le pêcheur, le chasseur, puisque tout le monde se connaissait. Et c'est pour ça qu'ils ont obligé tous les enfants à se connaître intimement, si je puis dire, à l'intérieur du gotule. Et il y a eu un taux de divorce extrêmement bas dans les années qui ont suivi la mise en place de ces gotules contemporains. Donc c'est ça aussi, ce qui m'intéresse, moi, c'est la pensée des Murias par rapport à cette question de l'amour ou de la sexualité, et de se poser ce qu'on aurait dû se poser depuis très longtemps en Occident, qui a été posé à certaines époques, à chaque fois ça redisparaît, qui est cette question de savoir comment on fait effectivement par rapport à la sexualité, par rapport à la curiosité, par rapport à tous ces phénomènes finalement de
comment est-ce que je pourrais dire, de traversées qui produisent effectivement que nos rapports sont absolument passionnants, mais quelquefois très compliqués. Et quand on cherche effectivement l'harmonie, c'est plus simple que les choses soient éclairées. J'ajoute à ça que la relation sexuelle est très secondaire, au sens où elle n'a pas été, je dirais, labourée par l'Église pendant des années et des années comme étant la chose honteuse, la chose moche, tout ce qu'on veut, etc. Non, c'est beaucoup plus là par rapport à des mythologies qui s'inscrivent effectivement dans un rapport au monde où il y a tous les différents dieux qui existent, qui tamisent effectivement le rapport avec l'autre, etc. Donc ça, c'est très important, cette idée du Gothule contemporain, 47, où cette obligation à connaître l'autre a complètement, je dirais, harmonisé le village. Voilà. Donc ils prennent des décisions qu'on n'oserait pas prendre, qui seraient considérées comme tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ose même pas vous en parler. Je pense que quelqu'un va m'accuser d'être... comment est-ce qu'on dit ? Je sais même pas le terme. Quand on aime les pédophiles, c'est pas mon truc. Mais non, je veux dire, la question est complètement à côté. Poser cette question-là, ça serait absurde. Parce qu'on est vraiment dans une autre relation au monde. Est-ce que vous n'avez pas été tenté, pardon, comme Jean Rouch, vous connaissez sans doute bien sûr. très bien, de retourner la caméra et d'aller voir dans un village breton, lorrain, bourguignon, comment se passait ce genre de choses, parce qu'il y a peut-être des enseignements à prendre. Je pense qu'il faudrait le faire, mais c'est très compliqué, mais il faudrait le faire, effectivement. Mais c'est toute une histoire, effectivement. Bien sûr qu'il faudrait le faire. Je ne l'ai pas fait. Jean-François ? Je ne connaissais pas cette histoire de Moria et de Bothul. Ce qui me surprend, c'est que ça se passe en Inde, qui est connue comme une des sociétés les plus patriarcales qui soit, ouais. Où les filles sont moins que rien, où les pères marient leurs petites filles à 11 ans, ouais. où il y a un taux d'infanticide féminin très élevé. Ça me paraît curieux d'imaginer une société où d'un seul coup il y aurait une sorte de choix individuel des jeunes gens qui, après une expérience enfantine, pourraient choisir librement leur conjoint. Ouais, les Murias, ce sont des adivasis, c'est-à-dire des groupes, je dirais, secondaires. Ils font partie de la famille des Gonds. Et en fait, ils sont complètement en dehors de la société hindouiste ou musulmane. Et bien sûr, on les pourchasse à cause de ça, parce que c'est leur façon d'être. C'est un peu comme les Kalash au Pakistan. Enfin, je veux dire, ce sont des sociétés, là aussi, à plaisanterie dionysiaque, qui sont très mal vues par les musulmans, bien entendu. Donc ça... Je sais que ça existe encore. Je pense que c'est peut-être plus du tout la même chose. Je ne sais pas la suite. Hein. Je n'ai jamais été chez eux. Je n'ai que lu sur eux et eu quelques rapports de confrères qui revenaient d'Inde. Mais ça implique effectivement... Donc simplement, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait de déplacer le regard. C'est le fait de déplacer... Que ça soit une réalité ou pas, c'est sûrement une réalité ou ce fut une réalité, mais je crois que ça vaut le coup de réfléchir et de se rendre compte, effectivement, que reconnaître que le rapport à l'autre peut être complètement différent et que cette dimension de l'amour, peut-être qu'elle n'est pas si mal pour vivre dans un système qui est toujours très fort. Et comme tu dis, effectivement, c'est bourré de contradictions, mais pas chez les Murias. Je pense que les Adivasis sont complètement en dehors du système. Ils sont pourchassés, ils sont plus que des intouchables. Hein. C'est plus que des intouchables, c'est des gens à part, quoi. Quel drôle de sujet que l'amour, quand même. La pudeur occidentale, peut-être. Oui, bien sûr.
Mais parce qu'on ne sait pas en parler, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on est bien élevé, si je puis dire, et qu'on évite effectivement de dire des choses qu'on sent effectivement impossibles à raconter, je pense. C'est pour ça que je vous parlais du regard au début. J'ai commencé avec l'idée que regarder d'autres cultures, ça impliquait une mise en question de nous-mêmes obligatoirement. Ouais. Me vient une question. La contraception existait. Alors c'est intéressant, vous avez vu ce que dit la jeune fille. Elle me dit, si jamais tu couches avec moi et que je tombe enceinte, tu m'achètes 2 bœufs. Donc la contraception n'a pas l'air d'être dans la balance. Par contre, ce que j'ai lu, entre autres, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup autour du gotule comment est-ce qu'on dit d'avortement. Oui, parce qu'évidemment, ça arrive. Et il y avait même tout un système pour aider les adolescents à s'en échapper. Donc ça, j'aimerais bien savoir s'il y a plus de choses là-dessus. Je ne m'en souviens pas.